On va donc commencer cette première table ronde par donner la parole au professeur Laurent Mandelbrot, qui va nous parler en tant que gynécologue obstétricien, mais surtout en charge des recommandations françaises. Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis gynéco-obstétricien, je suis chef de service en maternité. Je m'occupe finalement de grossesse avec le VIH depuis maintenant trop longtemps pour oser le dire ici, mais c'est-à-dire en fait depuis le début. Tout ce qui a été dit sur le vécu, j'en suis tout à fait conscient et je le vis. C'est pas de ça que je vais parler, je vais essayer de parler de mon point de vue bien sûr. Alors, le contexte aujourd'hui, c'est plus du tout celui d'il y a 20 ou 30 ans, puisque les traitements antirétroviraux, à défaut de guérir, permettent d'avoir une vie longue et en bonne santé, mais aussi d'éviter la transmission dans le couple et d'éviter la transmission de la mère à l'enfant. Et c'est pas l'éviter un petit peu, c'est l'éviter complètement, puisque l'efficacité, si le traitement est pris au long cours avec un succès virologique, ça marche parfaitement bien. Et j'ai gardé, c'est une diapo d'enseignement, les petits A1, qui sont juste les recommandations, c'est-à-dire le niveau de preuve. Et c'est de la science, c'est pas de la pensée, c'est pas de l'opinion, c'est vraiment bien déterminé, bien connu, qu'on supprime la transmission de la mère à l'enfant. Alors, est-ce qu'il faudrait mettre aussi qu'on supprime la transmission de la mère à l'enfant pendant la grossesse et pendant l'allaitement? Là, c'est un peu plus délicat. Ce qu'on sait sur la transmission, c'est que, comme souvent en matière de transmission mère-enfant, il y a beaucoup d'enfants qui sont exposés au virus s'il est présent chez la mère, et il y en a heureusement beaucoup moins qui sont infectés. Ça peut arriver pendant la grossesse, pendant l'accouchement et pendant l'allaitement. Alors pendant toute la durée de l'allaitement, dès la mise au sein jusqu'au sevrage. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très connu en l'absence de traitement. Donc ça, après, c'est que si on met des traitements, plus le traitement est précoce et efficace, moins il y a de transmission pendant la grossesse, il n'y en a plus, pendant l'accouchement. Et il y a plein de choses qu'on faisait à une époque de traitement, de perfusion à l'accouchement, etc., qu'on ne fait plus lorsque la mère a un traitement bien pris. Et après, la question de l'allaitement, supprimer l'allaitement, évidemment, c'est supprimer la transmission, mais avec tous les inconvénients et les drames que ça peut provoquer. Donc, il y a aussi la possibilité de traiter l'enfant pendant l'allaitement ou de traiter la mère pendant l'allaitement, mais que de toute façon, maintenant, c'est indispensable d'être traité. Donc, de prendre le traitement correctement pendant toute la durée de l'allaitement. Et c'est ce qui est recommandé maintenant depuis pas mal d'années dans beaucoup de pays du monde. Et finalement, comme l'a rappelé Eva, pas en France. Pour faire très très vite en bas à droite, 0 transmission mère-enfant en France au cours des dernières années. Mais en principe, il n'y a pas eu d'allaitement, très peu, 1%, 2%, mais aussi c'est qui sont connus et déclarés. Alors, les recommandations françaises. Je voulais dire 2-3 mots là-dessus, bien sûr, puisque c'est pour ça que je suis là. Alors d'abord, ces recommandations, elles ont été actualisées jusqu'en 2017. On est en 2021, bientôt 22. Donc elles ont besoin d'être revues. Elles auraient dû être revues depuis longtemps. Ça n'a pas été le cas pour des tas de raisons qui m'échappent d'ailleurs, et plus récemment à cause de la pandémie. Si vous prenez le rapport Morla, c'est encore écrit noir sur blanc qu'en France, on déconseille l'allaitement parce qu'on n'est pas sûr qu'il y ait un risque zéro pendant l'allaitement. Aujourd'hui, la HAS a mis en place un groupe de travail pour faire des nouvelles recommandations. Alors méfiez-vous, parce que la HAS, ça veut dire que ça sera très rigoureux, mais ça sera très long. Donc ils vont étudier toute la littérature, c'est ce que demande la HAS, de fond en comble, avant de prendre des recommandations. Alors, le paradoxe, c'est qu'on vit dans un monde global, et puis finalement, les recommandations ne sont pas les mêmes d'un pays à un autre, surtout celle de l'OMS, qui existe maintenant, je voulais le rappeler, depuis 2010, qui recommande, c'est pas qui déconseille pas, c'est qui recommande l'allaitement maternel exclusif pour toutes femmes vivant avec le VIH, toutes. Donc la question maintenant est tout à fait ouverte. Alors, d'abord, je voulais, d'un point de vue simplement factuel, rappeler que c'est très rare qu'il y ait des contre-indications à l'allaitement. Ni l'hépatite B, ni l'hépatite C ne sont des contre-indications, ni d'ailleurs le Covid. Donc, il y a très très peu de contre-indications, même infectieuses. Et ça, c'est important. Pourquoi? D'abord pour dire que c'est quand même énorme ce qu'on demande aux femmes. C'est-à-dire de dire, n'allaitez pas parce que ça peut être dangereux pour votre bébé. C'est quand même quelque chose qui n'est pas banal. Et la deuxième chose, c'est que quand une femme veut dire à son entourage pourquoi elle n'allaite pas, souvent, elles vont me dire, c'est plus facile de dire, j'ai une hépatite, ou je prends un médicament qui contre-indique l'allaitement, alors qu'en réalité, médicalement, c'est assez peu probable. Mais c'est quand même plus facile à dire, malheureusement, encore en 2021, à cause de tout le poids du VIH. Donc voilà, c'est quand même une situation tout à fait exceptionnelle. Il faut dire, est-ce que le VIH justifie cette exception, surtout au vu de tous les bénéfices pour l'enfant à court terme, à long terme, et pour la mère aussi, sans parler des finances et sans parler du poids du regard de l'autre. Donc, les recommandations OMS, c'est simplement qu'il y a 2 types de prévention. La TASP, qui est quand même de prendre le traitement au long cours pour la mère, y compris pendant tout l'allaitement, et la PrEP, qui est de donner un traitement prophylactique au bébé.
Jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'études, d'essais à ma connaissance, Philippe Van de Perre et d'autres le diront s'il y en a en cours, où on combine vraiment les deux, puisque généralement, si la mère prend le traitement pendant tout l'allaitement, la prophylaxie chez le bébé va durer 6 semaines, et pas pendant toute la durée de l'allaitement, mais est-ce qu'il faut faire ceinture et bretelles, comme on dit en français des fois. Il y a quand même à mettre en lumière que dans le contexte africain, c'est pas seulement souhaitable d'allaiter pour les raisons habituelles, mais c'est vital. Donc c'est pour ça que aussi il faut toujours compter bénéfices et risques. Et le risque pour le bébé de mourir parce qu'il n'a pas été allaité en France est infime. Le risque en Afrique, on le connaît depuis longtemps, il est énorme. Donc, c'est des situations quand même un petit peu différentes. Alors, on discutera pendant la table ronde des différents facteurs de risque dont je ne vais pas en parler, mais le principal élément, c'est probablement même pas ces facteurs de risque, c'est de savoir est-ce que la charge virale maternelle est contrôlée, est-ce qu'il y a un succès virologique, et donc ça rejoint la question de la bonne prise du traitement, ce qui est appelé légalement observance. Alors moi, j'aimais pas ce terme parce que je pensais que ça faisait religieux, mais c'est très utilisé. Donc, en tout cas, de bien prendre le traitement et d'avoir un succès virologique, c'est capital. Alors après, la question qui va se poser, c'est est-ce que dans un contexte de bonne prise de traitement et de charge virale indétectable, scientifiquement, les travaux, et Philippe en parlera, peuvent montrer qu'il y a encore des cellules infectées. D'autre part, est-ce que c'est encore pertinent de se poser la question de qu'est-ce qu'on fait quand il y a des crevasses ou une mastite ou d'autres facteurs associés. Et est-ce qu'il faut aussi raccourcir la durée de l'allaitement ou finalement, tant qu'à faire, le prolonger comme pour tout autre enfant au choix de la mère. Voilà. Quand même, il faut rappeler que dans ces études qui ont été faites et qui ont généré les recommandations de l'OMS il y a quelques années, ce qui était observé en cas d'allaitement sécurisé, c'était pas un risque zéro. C'était un risque qui était beaucoup plus faible que si on ne traitait pas, ni la mère ni l'enfant. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'à cette époque, les recommandations basées sur les données de la science étaient de dire c'est quand même plus prudent de ne pas allaiter. Il y a eu beaucoup de débats, même en 2017. Mais les études qui existent en Afrique, où c'est largement pratiqué, montrent qu'il y a encore des cas de transmission. Alors maintenant, il y a des études plus récentes qui montrent que chez les femmes qui ont une charge virale indétectable au long cours, il y a beaucoup moins de transmission, mais il y en a encore quelques-uns. Il y a quelques cas qui sont décrits dans toutes ces cohortes et dans tous ces essais. Donc on n'est pas encore au concept de risque zéro, mais méfiez-vous parce que quand on dit risque zéro, c'est dans des conditions de prise parfaite de traitement. Peut-être que là, on serait dans les risques zéro. Je prends une cohorte où il y a 2 enfants sur 186 infectés. Une, la mère n'a pas pris de traitement, l'autre, elle avait une charge virale élevée. Donc dans la vraie vie, tout le monde n'a pas accès au traitement ou au traitement au long cours ou une prise optimale. Voilà. Donc les questions qu'on peut se poser aujourd'hui, si on veut passer à de l'allaitement, au soutien à l'allaitement maternel, c'est de se dire, évidemment, il y a le cas optimal où la femme a un traitement qui marche très très bien et qu'elle prend tout le temps. Et après, on va se poser la question, combien de temps allaiter, qu'est-ce qu'il faut faire s'il y a des infections mammaires, combien de temps la prophylaxie chez le bébé, etc., etc. Mais je voudrais juste conclure, parce que dans toute cette journée, ça sera une des discussions, entre le côté optimal, c'est de dire, on peut trier sur le volet qui va allaiter dans des bonnes conditions, ou se dire qu'il y a un choix de la femme. Et c'est pas toujours, et ça on l'a vu au cours des années, dans le cas où nous les médecins, on est les plus à l'aise pour dire allez-y, que les femmes vont être les plus motivées. Et il peut y avoir des femmes qui vont allaiter, qui sont très motivées pour allaiter et qui n'ont pas forcément ce contrôle virologique. Donc le vrai enjeu, il va peut-être être là. Merci beaucoup pour cette présentation qui était très claire. Si Philippe Van de Perre veut bien prendre la suite en nous parlant de sa place de chercheur et de virologue et notamment, entre autres, des stratégies préventives. Merci beaucoup. Donc voilà, je m'appelle Philippe Van de Perre. Je vous ai fait une petite diapo qui résume un petit peu mon parcours avec les questions d'allaitement et de transmission de VIH. Donc ça commence en 91 au Rwanda, et où, lors d'une étude de cohorte, on identifie, on confirme l'importance de la transmission du VIH par l'allaitement maternel. Et puis à partir de là, au tout début des années 2000, installé à Montpellier, j'ai monté un groupe de recherche. Et ce groupe de recherche, il s'intéresse en grande partie à cette question de la transmission du VIH de la mère à l'enfant, et en particulier via l'allaitement maternel, avec, je dirais, un pied dans les sciences fondamentales, sur la mécanistique et la compréhension de ce qui se passe dans les relations du lait maternel et de différents virus, et l'autre pied dans la prévention, ou plutôt dans
l'application la plus rapide possible de ce qu'on a observé au niveau virologique et au niveau immunologique dans les maternelles et la traduction en termes de prévention de la transmission par l'allaitement. Donc, pour faire très court, une des choses importantes qu'on a montrées en ce qui concerne la physiologie du lait maternel et de l'allaitement, c'est dans la transmission l'importance d'un réservoir viral, la présence de cellules infectées dans le lait maternel qui interviennent dans la transmission. Ce ne sont pas uniquement des particules virales libres qui sont capables d'être transmises à l'enfant par l'allaitement maternel, mais aussi des cellules infectées. Et c'est quelque chose qui modifie un petit peu la donne en termes de transmission. Et c'est une situation qui est un petit peu paradoxale par rapport aux autres modes de transmission du VIH. Alors plus récemment, on a montré que plus généralement, et en dehors de la question de l'infection par le VIH, ces cellules maternelles présentes dans le lait maternel peuvent passer dans des mécanismes qu'on appelle le microchimérisme, c'est-à-dire le fait de transférer des cellules maternelles vers l'enfant, et peuvent se nicher chez l'enfant et perdurer pendant toute leur vie. Et donc, chacun d'entre nous portons, grosso modo, une cellule sur 5000 qui est d'origine exclusivement maternelle. Donc voilà, ça c'était pour vous situer un petit peu mon parcours. Donc, à la fois dans la physiologie et dans l'étude fondamentale du lait maternel, et puis dans la traduction de ça en ce qui concerne la prévention de la transmission par l'allaitement, et essentiellement dans les pays les plus concernés par la question, qui sont les pays africains. Donc j'ai essayé de vous résumer pour avoir une idée du risque de transmission associé à chacune des conditions possibles d'allaitement. Je dois insister sur un point, c'est que toutes les données que je vais vous montrer là concernent des études et des observations qui ont été faites en Afrique. Et le contexte est évidemment pas obligatoirement traduit de la même manière quand on vit à Paris, à Orléans, à Montpellier. Donc, première observation, c'est qu'une maman infectée par le VIH qui allaite son enfant, en l'absence de prévention, on a environ 1,25% de risque de transmission par mois d'allaitement, ce qui fait, pour un allaitement de 12 mois, un risque de l'ordre de 15%. Un enfant sur 6 va s'infecter si la maman n'est pas sous traitement, est infectée par le VIH et allaite son enfant. Un cas particulier très très important et qu'on doit vraiment garder en mémoire, c'est que quand l'infection est acquise par la maman après avoir donné naissance à l'enfant et alors que la maman est en train d'allaiter, vous savez que cette acquisition de l'infection est associée à une réplication extrêmement profuse, importante du virus pendant les premières semaines de l'infection. Et bien là, le risque de transmission à l'enfant est très très important, de l'ordre de 30% dans les 3 mois qui suivent l'acquisition de l'infection par la maman au moment de l'allaitement. Si j'insiste là-dessus, c'est parce que c'est une situation qui est extrêmement fréquente là où le virus circule encore beaucoup, en particulier chez les jeunes femmes. C'est le cas en Afrique australe, par exemple. Et cette situation-là représente, par exemple, dans un pays comme l'Afrique du Sud ou le Zimbabwe, 30 à 40% des nouvelles infections chez l'enfant sont dues à cette situation-là. Alors, qu'est-ce qui se passe si la maman est sous traitement antirétroviral en Afrique, j'insiste bien? Eh bien, on a un risque résiduel de transmission qui est de 0,2% par mois d'allaitement. C'est-à-dire, si on multiplie ce mois d'allaitement par 12, 2,4% par an. Et ça, c'était déterminé par 2 grosses études de méta-analyse de différentes cohortes. Alors, ces cas de transmission résiduelle sont pour la plupart dus à des périodes éventuellement courtes de non-contrôle de l'infection. On a comme ça une étude extrêmement intéressante qui a été faite en Afrique du Sud et qui montre que si on fait des mesures de charge virale très répétées, très fréquentes, eh bien on se rend compte que des mamans qui, pendant la grossesse et l'allaitement, donnent l'impression d'être parfaitement sous contrôle, eh bien, il y a malgré tout des périodes relativement courtes de réplication virale et de charge virale qui est au-dessus du seuil de détection et qui sont détectables et qui expliquent en grande partie ce risque résiduel. En cas de prophylaxie qui est administrée à l'enfant exclusivement, ça n'a pu être fait qu'avant que le traitement soit recommandé de manière universelle chez toutes les femmes infectées par le VIH, eh bien on a un risque de transmission de l'ordre de 1,5%. Alors pourquoi est-ce que c'est si efficace, la prophylaxie administrée à l'enfant? C'est-à-dire on donne un sirop d'antirétroviral pendant la durée d'allaitement. C'est parce qu'en fait, ce sirop pédiatrique permet d'éviter
à la fois la transmission à partir de virus libres dans les maternelles, mais aussi à partir de cellules infectées. Et donc, on décave de cette manière-là le risque de transmission par des cellules infectées. Et enfin, si on cumule le traitement antirétroviral maternel le plus précoce possible à la prophylaxie chez l'enfant, eh bien, on a, je mets probablement, parce qu'on n'a pas encore des données très sérieuses là-dessus, bien inférieur à 1%. Alors, un petit commentaire là-dessus. Ce traitement antirétroviral maternel associé à une prophylaxie chez l'enfant qui est guidée par la mesure de la charge virale chez la maman, si elle devient détectable, on met l'enfant sous prophylaxie. Ce sont les nouvelles recommandations que l'OMS fait à l'ensemble de la communauté des femmes infectées dans le monde depuis le mois de mars de cette année, alors qu'on n'a pas encore ces données claires sur des essais. Alors en ce qui me concerne, on est en train de terminer un essai testant cette opportunité, donc traitement maternel institué le plus précocement possible, associé à une prophylaxie par une molécule antirétrovirale chez l'enfant pendant la période de temps où la charge virale maternelle est devenue détectable. Et d'après les premiers résultats que nous avons, on n'a pas de transmission dans le groupe qui bénéficie des 2 voies d'intervention. Donc ça me semble un message important. Alors donc, au total, quelles sont les stratégies qui sont possibles ? Éviter l'allaitement maternel. Alors quand on dit allaitement maternel, c'est bien sûr tel que l'OMS le recommande, c'est-à-dire un allaitement exclusif au sein pendant 6 mois, suivi de l'introduction d'un aliment de sevrage à partir du 6e mois. Donc, soit éviter l'allaitement maternel. Un allaitement maternel écourté, ça a été proposé par l'OMS au début des années 2000. Et on s'est rendu compte extrêmement rapidement que c'était associé à des catastrophes complètes, de morbidité sévère chez l'enfant, de difficultés mammaires chez les mamans, etc. Donc l'OMS a tiré le frein à main en 6 mois, dit non, c'est pas du tout ça qu'on doit faire, et on a arrêté cette histoire-là. Allaitement maternel et traitement maternel le plus précoce possible. Allaitement maternel et PrEP. Alors ça, c'est plus envisageable dans la mesure où maintenant, partout dans le monde, le traitement maternel est bien sûr la règle, hein, quel que soit le mode d'allaitement qui est proposé. Et puis finalement, ce que l'OMS recommande depuis le mois de mars de cette année-ci, c'est-à-dire allaitement maternel exclusif au sein, plus traitement antirétroviral de la maman et prophylaxie à l'enfant, ajusté selon présence ou non d'une charge virale détectable. Alors vous voyez que j'ai mis un petit équilibre entre risque et bénéfice. C'est pas parce que le pan de la balance est horizontal que je considère qu'il y a autant de risques que de bénéfices, mais c'est simplement que chacune de ces stratégies possibles doit être vue un petit peu au cas par cas, un petit peu dans les contextes particuliers, pour savoir si le risque dépasse les bénéfices attendus. Et dans ce contexte-là, je voulais juste faire un petit commentaire. Je pense qu'on a une vision un petit peu trop cloisonnée de la santé mondiale. On a l'impression qu'en France, tout le monde peut se permettre de ne pas allaiter, que ça ne porte pas à conséquence. C'est faux, c'est parfaitement faux. On a des conditions où l'absence d'allaitement peut être vraiment extrêmement grave en termes de risque de santé chez l'enfant. Je pense en particulier dans le milieu où je vis, à Montpellier, on a des camps de Roms qui vivent dans des conditions absolument épouvantables et où priver un enfant d'allaitement est extrêmement dangereux pour sa santé. Et inversement, on a une vision un petit peu homogène du continent africain, en se disant que toutes les femmes africaines ne peuvent pas ne pas allaiter parce que c'est envoyer leur enfant à la mort. Il y a une classe moyenne, il y a des villes africaines où certaines femmes peuvent vivre exactement comme on vivrait à Paris et se permettre, en pesant le pour et le contre, de ne pas allaiter sans mettre en danger la vie de leur enfant. Donc je pense qu'on a une vision un petit peu trop cloisonnée des populations. Donc ça, c'est simplement pour vous montrer un petit peu quelle a été l'évolution au niveau mondial de la transmission du VIH de la mère à l'enfant, et en particulier par l'allaitement, depuis la proposition de mise sous traitement des femmes infectées par le VIH en 2005. Donc vous voyez qu'on est passé au tout début des années 2000 de près de 400 000 enfants nouvellement infectés chaque année à 160 000 actuellement, et que ceci croise parfaitement la courbe d'accès au traitement, en particulier dans les pays africains. Alors par contre,
la cible que l'OMS avait fixée, qui était d'arriver à moins de 40 000 nouvelles infections chez l'enfant en 2018 et à moins de 20 000 en 2020, eh bien, on n'y est pas du tout. On est resté à 160 000 infections par an et ça plafonne, voire remonte un petit peu. Ce qui fait évidemment poser question en termes de stratégie de santé publique sur la mise sous traitement maternel antirétroviral seul. Donc pourquoi est-ce que le traitement maternel n'a pas permis d'éliminer la transmission à l'enfant au jour d'aujourd'hui ? 20% des femmes enceintes en Afrique subsaharienne n'ont pas accès aux soins prénatales, ni accès aux conseils, ni accès aux conditions optimales pour prévenir la transmission. En consultation prénatale, le programme de prévention VIH est souvent incomplètement appliqué. Le traitement antirétroviral est souvent initié trop tardivement pendant la grossesse, quand la découverte de l'infection est faite pendant la grossesse. L'adhésion ou l'observance, comme le disait Laurent tout à l'heure, au traitement est insuffisante, surtout s'il est initié pendant la grossesse. Ce n'est pas toujours le moment idéal pour initier un traitement antirétroviral. La transmission par l'allaitement peut survenir tardivement. Les questions de mécanisme de transmission à partir d'un réservoir cellulaire qui n'est pas contrôlé de manière aussi efficace par le traitement maternel. Et puis, comme je vous l'ai dit, le risque extrêmement élevé en termes de transmission si la maman acquiert, elle s'infecte par le VIH après l'accouchement et au moment où elle a initié l'allaitement. Et puis donc simplement pour vous dire que dans ces situations-là, où on est en condition d'une incidence de nouvelles infections extrêmement fréquentes chez les jeunes femmes, c'est le cas en Afrique australe, où, je vous l'ai dit tout à l'heure, le fait, par exemple, d'avoir des transmissions à l'enfant induites par la nouvelle infection chez la maman au moment de l'allaitement représente 30 à 40% des nouvelles infections pédiatriques, eh bien, on est en train d'évaluer des nouvelles stratégies de prévention qui associent soit le renforcement de l'approche recommandée par l'OMS actuellement, et en particulier associer la prophylaxie antirétrovirale chez l'enfant au traitement maternel, soit la prévention primaire chez les jeunes femmes en âge de procréer, soit l'utilisation de vaccins ou d'immunoprophylaxie, c'est-à-dire l'administration d'anticorps neutralisants à la naissance chez l'ensemble des nouveau-nés pour couvrir, à la manière que pourrait le faire un vaccin, la prévention chez l'ensemble des enfants, qu'ils soient ou non nés chez une mère chez laquelle on a déjà identifié l'infection. Voilà, je crois que c'était la dernière diapo et je vais en rester là. Merci beaucoup. On va partir maintenant en Suisse et je remercie le professeur Pietro Vernazza de nous faire part des recommandations suisses, puisqu'il est infectiologue en Suisse et impliqué dans les recommandations de ce pays. Bonjour, messieurs et dames. So my job here will be to present to you the situation of breastfeeding in HIV-positive mothers as we decided this in Switzerland. So we're not talking about the whole world, it's just about this small spot. In Switzerland, we already stopped to use post-exposure prophylaxis in the infant 10 years ago. And in the years 15 to 16, 18, we were discussing the situation of breastfeeding in the Swiss Commission. And that is where I was sitting at that time. And we finally came to a conclusion which is summarized in this paper. So all you would need to know, you can read up in this paper in the Swiss Medical Weekly. It is free for download. So the situation that we were challenged with is that in Switzerland, we are in a situation where we saw that all our HIV-infected mothers or women were well treated, majority at least, and we had to discuss whether breastfeeding is really such a risk. And of course, we were aware of all the data that was presented before, but it seems to us, and also when we looked at individual cases and we contacted all the authors that were looking at publications, there was no documented case where we could see a transmission in a setting where the mother was really fully suppressed. That doesn't mean it doesn't occur, but it might be very rare. So second point is then that
Breastfeeding in general, as we heard, is recommended for good reasons. And I'll come back to that. The message that we also learned in the past years that when you have no virus, it's undetectable, you're usually also not infectious. And we wanted to challenge this and see whether that is also the case. The point I would like to make is now that there are many benefits of breastfeeding. And we also have to consider that breastfeeding for a woman might be a very simple way to feed their baby. And it also has an important psychological aspect, which we have just completely ruled out in the past. And then we have also learned that breast milk is a source that changes the microbiome of the infant. It has impacts on atopics, on allergies, on atopic diseases, and also for some benefits for infection prevention in the child. It also has an impact for the mother. The whole involution of the uterus of the birth is changed when the mother breastfeeds, but it's also it's discussed that it has an impact on cancer risk or lowers the cancer risk, glucose homeostasis, all these aspects. So breastfeeding is not just something that can be omitted. Nature has developed that with some good benefits in addition. So, of course, we can never rule out something that we do not observe. We see no transmission in the Swiss HIV setting through breastfeeding. It doesn't mean it doesn't occur. But we considered the risk as being very low. We have heard a lot about the risk, but the point is, yes, there is a theoretical risk when a mother is breastfeeding a child, but we have two questions to go in one or the other way, and we couldn't decide which one is better. We have opposing risks and benefits. So in this situation, we said we need to have a shared decision-making. That is the point where we have to include the mother and come explain her why we think the one could be a benefit, the other could be a benefit, and she would have to decide freely what is best for her. And that was what we described in this shared decision-making process in the paper that I was showing to you. So we said to start, we have to have an optimal scenario. We want to make sure that the woman is treated adequately from the beginning of the pregnancy, actually even before pregnancy. And that is defined as the optimal scenario. And then when you have this scenario, to us, it seems ethically mandatory that the woman is included in this decision. If she has a well-controlled treatment, that is the point where you cannot tell her what to do because we don't know which is better. So it's mandatory on ethical grounds to include her in the decision-making process. And then we said, we also want to make sure that we do follow up these women, and that's what we do. So the first is the mother has to be in a situation where she can decide freely for herself. You give her advice for one and everything that she wants to know, but we need this separate discussion. We also implement stakeholders. We talk to midwives, obstetrical units to inform them about this decision so they support this way of how we talk about breastfeeding in this special situation. And then we also think it's important that you give an uncomplicated support for the mother. So you encourage the mother to get immediately in contact if there is a problem, that you check for unstable adherence, but in general, we saw that adherence in these mothers was not a problem. So, to conclude, shared decision process as we implemented it in the beginning of 2018 was well accepted and feasible in Switzerland. Breastfeeding was supported. And second, we saw that we still need
more ideas how to implement U equals U in breastfeeding. Maybe in the future will change, but at the moment we're very happy with this way. And I think what we also need is that we have to continue to evaluate the data and see how this works in high income settings. And I stress, all what we have discussed now was for the situation of a high income country where usually people are well. I had also a slide on the numbers of pregnancies in HIV positive women, and that just shows you. Now, we started here, we discussed the whole issue when we had 50 to 60 pregnancies per year, but as you see, the numbers are dropping dramatically, and probably this is the same in France. So I think it was about time to start with this shared decision making. Thank you. Merci beaucoup de cette présentation synthétique. On va partir maintenant en Angleterre avec Pamela Morrison, cette fois-ci en visio, et qui est conseillère en lactation. Great, thank you. Well, I'm going to be talking about breastfeeding with HIV in the global north, in the industrialized countries. In 1985, a letter to the Lancet from Australia reported that HIV could be transmitted through breastfeeding. And the industrialized countries immediately recommended mothers living with HIV should not breastfeed their babies. In developing countries, though, the World Health Organization first recommended that breastfeeding should continue on the rationale that the risk of death from HIV during breastfeeding was lower than the risk of death when breastfeeding was withheld. After 1997, WHO bowed to public pressure and suggested that formula feeding would avoid all chance of postnatal transmission of the virus. So they changed their recommendation to say that when formula is safely prepared and fed to babies, then the exposed baby's risk of death is less than when they're breastfed. So in reality, there was no research to show that formula feeding was safer or is safer today than breastfeeding in any circumstances. But there followed a very dark decade when many formula-fed babies died of disease and malnutrition, and this could have been avoided through breastfeeding. So why is breastfeeding important? It's safer for all babies in every single environment ever studied. Human milk provides human proteins, fats, and sugars, and all the nutrients that babies need, many of which multitask, providing not only nutrition, but also protection against allergy and infection. So babies have fewer instances of allergies, eczema, and asthma when they're breastfed. There are fewer childhood cancers. There's a lower risk of types 1 and 2 diabetes. There's lower rates of respiratory illness. There's lower rates of all diseases. And we have whole libraries detailing the research on the good things in mother's milk. Some of the advantages can only be provided by breastfeeding. For instance, antibodies to disease, enzymes, stem cells, and the costs of not breastfeeding the babies and families and governments can run to millions of euros. In 2006, there was a severe flooding in Botswana, and it forced WHO to relook at their recommendations about formula feeding or breastfeeding. There was very high mortality amongst formula-fed babies, and the CDC in the States was called in, and they issued a very damning report about the dangers of formula feeding. So other African countries were also brave enough to release the results of their own research, and they found again and again that maternal and infant antiretroviral regimens during pregnancy and breastfeeding greatly reduce the vertical transmission of HIV.
and that exclusive and continued breastfeeding significantly improves overall HIV-free survival. So importantly, as my colleague has just said, an undetectable viral load and exclusive breastfeeding led to almost no transmission in the studies that they were releasing. The World Health Organization described this research as transformational, and they went back to promotion of breastfeeding for mothers with HIV. So they formalized that in 2009 and 2010. And since then, things are changing. I'd like to say a little bit about why exclusive breastfeeding works. In 1999, a researcher in South Africa called Anna Koutsoudis discovered that very reduced rates of transmission of HIV were experienced when mothers exclusively breastfed, and this was in the absence of antiretroviral therapy. So this means that the baby receives no other foods and no other liquids, and it's recommended for the first 6 months of life. And the protection against any disease is directly dependent on the exclusivity and the duration of breastfeeding, and HIV is no exception. In fact, it's even more important. So when babies receive foreign proteins and liquids, which are contained in infant formula, and they're mixed with water, the babies may receive bacteria and other pathogens, which damage the baby's gut, which then allows the virus in breast milk to more easily pass into the baby's bloodstream. So these findings were replicated in a very good Zimbabwean study in 2005. And they found that even without antiretroviral drugs, exclusive breastfeeding alone helped to reduce transmission of the virus quite dramatically. So between 2007 and 2018, there were at least a dozen research studies which showed that when mothers received sufficient antiretroviral therapy to achieve an undetectable viral load, and when they exclusively breastfed their babies, then transmission of HIV through breastfeeding was vanishingly small. This was very good news indeed. So when we have studies that characterize breastfeeding as risky, policymakers are still concerned, obviously. But if we look at the fine print in these studies, we often find that firstly, there was a problem with how the mother took her medications. Maybe she didn't take them all the time. She either took too little or she gave it up for various reasons, which allowed her viral load to become elevated. Or there was a problem with the definition of breastfeeding, and this is very common. If the baby received other foods and liquids before 6 months. So the research papers often include allowable lapses in the definition of exclusive breastfeeding. And if you read the studies, it's very interesting to see how it was defined, but it's very, very important in terms of transmission of HIV. So does undetectable mean untransmissible when it applies to breastfeeding? Professor Vanatza has published compelling research showing that between sexual partners, people who have an undetectable viral load for at least 6 months can be regarded as non-infectious. He's also described to you just now the optimal situation where the mother has an undetectable viral load and she exclusively breastfeeds, and that there have been no documented cases of transmission through breastfeeding. So the research we have sets out the conditions which are needed. The mother should receive antiretroviral therapy for at least 13 weeks before birth. That gives her an undetectable viral load. She's adherent to her medications. The baby receives antiretroviral prophylaxis for 2 to 6 weeks from birth, and the national recommendations vary. The baby is exclusively breastfed. The mother receives prompt care for any breast problems, for instance, sore nipples or mastitis.
And as an insurance, if these conditions can't be fulfilled, the baby can receive heat-treated breast milk, which will inactivate the virus. So what about concerns that breastfeeding can still transmit the virus? Some researchers have said that there's a viral reservoir in breast milk, whereby the baby can still be infected. One of the arguments is that the research has always been done in developing countries, and that this research is not applicable to our conditions in the north, where formula feeding is deemed to be safe and there is no local research. Now, this is what we call a catch-22 situation. It's true that almost all the research has been done in Africa because breastfeeding has virtually been banned in the industrialized countries. But several countries now are starting to keep records of health outcomes for HIV-exposed babies that are breastfed. In the UK, there is a registry, and it records the outcomes of babies with mothers who have HIV, and it includes the results for transmission via breastfeeding. It's the largest register of its kind in the developed world. One of the problems is that clear and transparent breakdown of the data is difficult to obtain, but it seems to show that 90 babies have been breastfed since 2012 for between 1 day and 2 years and have not become infected. A full analysis of this data, and if we could all pool our data together, would provide first world knowledge, and we'd be able to document whether U equals U applies to breastfeeding as well. Meanwhile, HIV and infant feeding policy for the global north is conflicting. From 1985, breastfeeding was effectively banned. In 2009, the UK held a public consultation and they changed their policy. The British HIV Association now officially recommends formula feeding, but they also allow breastfeeding if mothers really want to. And they recommend that if that happens, mothers are supported to breastfeed. This was a first world first. Policy was published in 2011, and it was endorsed in 2014, 2018, and 2020. Many of the mother support organizations don't read past the first page, unfortunately. But the policy was also adopted by the American Academy of Pediatrics in 2013. However, the US Centers for Disease Control still suggests that HIV-infected mothers should not breastfeed. And other countries follow either this advice or the British advice. Breastfeeding in the context of HIV is exactly the same as outside the context of HIV, but with more attention to detail. The mother needs excellent anticipatory care and adequate follow-up. And there's only 2 rules: feed the baby and drain the breast to avoid elevated viral levels in the milk. The baby should have no oral trauma, and there should be meticulous positioning and attachment at the breast. The baby should have adequate weight checks and frequent follow-up to make sure he's getting enough. And for breast care, we can teach the mother how to express her milk, and we can guard against engorgement during lactogenesis too, which is when the milk comes in. We can avoid and treat sore nipples, and we can avoid and treat plug ducts or mastitis. The mother needs extra care to avoid overfull breasts. We need to check that the mother is able to take her antiretroviral treatment without interruption. And the baby and the mother should have viral load tests, and the baby's HIV status needs to be checked, usually monthly in the UK. If all else fails, the mother can heat treat her breast milk. It's a very easy method where the mother puts her milk in a jar. She puts it in a pot of hot water, and she boils it on the stove until the water reaches a rolling boil.
She takes the pot off the stove, cools the milk, and she can feed it to the baby. It's called flash heating, and flash heating inactivates HIV in breast milk. So if a mother has a breast problem or needs to supplement with formula, then she can use flash heated breast milk. Thank you. I'd like to thank everybody who helped share their experiences with me, especially the mothers and babies I've worked with who have successfully breastfed their babies. Thank you. Merci beaucoup, Pamela. On va maintenant passer à un autre pays avec le docteur Annette Arberl qui va, en tant qu'infectiologue, nous parler du point de vue de l'Allemagne. These are my disclosures. And these are the most recent data on the HIV epidemic in Germany. In total, we have 90,700 people living with HIV in Germany, relatively small number, and we have a relatively small percentage of women, around 20%, so in total 17,600 women living with HIV. Of those, per year, around 400 give birth. I just wanted to go with you through our guideline recommendations over the last 10 years. So in 2011, we were one of the last countries in Europe switching from elective C-section to vaginal delivery in women with a suppressed viral load. So we were very conservative toward this switch. And then along with that, we no longer recommended reproductive medicine for HIV discordant couples. That was 2011. And then 2016, we stated that it's not necessary to give a post-exposure prophylaxis in newborns of mothers who have been fully undetectable with the viral load. So interestingly, other than the Swiss, we do recommend it, but we don't implement it. So not one single pediatric center in Germany is doing it like we recommended it altogether in the panel. So post-exposure prophylaxis in neonates is still done all over the country, irrespectively the viral load of the mother. That's a German way of doing it. And then, as you can see, it's all based on U equals U. The open question, you heard it now several times, is does U equals U also apply to the setting of breastfeeding? And we don't know yet, unfortunately. But what we know, well, we've seen the scale several times. There are a lot of benefits of breastfeeding, only listed a few examples for mother and child, for the child itself and for the mother. And on the other side of the scale, you have seen it, there is a risk of transmission, and there is also the risk of possible toxicity of drug transferred via breast milk. I'd like to add a special point for women living with HIV to the side of the benefits. Because see, in Germany, we have a German National Breastfeeding Committee. We have a committee for almost everything. And this recommends infants should be breastfed at least 5 months, and mothers should be motivated to breastfeed as early as possible. So to sum up, breast is best and good mothers breastfeed. Every mother wants to be a good mother, so also mothers living with HIV. And for women from African communities, not breastfeeding is like disclosing the HIV status. So if you do formula feeding, you are HIV positive, or like one woman said, you are either too rich or you're HIV positive. And our patients usually are not very rich. So these are the German recommendations on breastfeeding and HIV, and we updated our guidelines last year, September. So like the Swiss, we want to discuss with the mother the pros and cons of breastfeeding in the individual case, and we want to end up with a shared decision in an interdisciplinary setting. So what does it mean? If the woman decides to breastfeed, and she discussed everything with her specialist for infections, for the HIV treatment, it's not fair that the obstetrician in the delivery room might ask the question, are you really sure about it? Are you really you want to take this risk? You know, sometimes it's more how we act, it's more the attitude towards breastfeeding with HIV than the knowledge of it. And that makes a big difference.
So, but we are pretty clear, again, like the Swiss. If the viral load is above the limit of detection of 50 copies, we strongly advise against breastfeeding. If the woman wants to breastfeed and the viral load is fully suppressed, we do a monthly monitoring of maternal and infant viral load. So monthly blood check in the infants. The pediatricians know what that means. That's really hard to do. So we are stepping away from our own recommendations right now, and the pediatricians do the infant viral load check every 6 to 8 weeks. So if the viral load is detectable during the breastfeeding period, we stop breastfeeding, or we advise to stop. And down there you see some things we also recommend. We recommend to involve midwives. We don't have the specialists for lactation in Germany, rare persons. And mixed feeding, not before month 4. Usually the baby does not need additional feeding before that time point. And after weaning, the infant viral load should be tested again after 6 weeks to make sure there has not been any transmission. We retrospectively looked at breastfeeding cases in Germany, and we wanted to find out, have there been any breastfeeding cases before we kind of recommended it, and what was the outcome. So the study was called Helene. In total, we had, for the publication, 42 women. This is a presentation from the HIV Women's Workshop, observational period 2009 to 2019. And what's interesting, most of the women delivered vaginal, 70%. Most of the women were multipara, and a quarter of them already had nursing experience, so they already breastfed a child before. And the duration of breastfeeding was 23 weeks, and that is pretty close to the breastfeeding in the general population in Germany. There has been a study looking at that. 7.5 months of breastfeeding is the average in the general population in Germany. So to conclude, Helene showed a very diverse picture of breastfeeding with HIV, and shows that women already made their own decisions on breastfeeding before we picked it up in our recommendations. And there is sure a need for standardized monitoring of breastfeeding mothers and infants. So we have to offer really the maximum of safety and monitoring we might do right now. And there is a need for data collection. Like, we all have single cases of breastfeeding in the rich countries. We have to collect our data and look at these together. And what are the experiences of breastfeeding women? That's interesting also. So there is an ongoing study in Germany called SISTE, and we involved community members right from the beginning, right from the start. And it's looking at where are the barriers for breastfeeding, who's supporting you, would you recommend breastfeeding to another woman living with HIV? So this is ongoing, and the results will be presented hopefully early next year. But that is what some women put down in the free comments. It's a thing of joy to see my child taking my breast milk. Breastfeeding is something extremely practical, exhausting, and beautiful. I like this, exhausting and beautiful. I was never afraid to breastfeed my child, just a bit worried about the medication that she gets with the breast milk. The thought of not using my breast milk made me very sad. It seemed to me a waste of a precious source. I'm happy that science has come so far and HIV-positive mothers feel better cared for and do not need to hide if their decisions are not in line with the guidelines. That's also very important, I think. So to sum up, the number of breastfeeding mothers in high-income countries is increasing. It's not a high number, but it's increasing. So keep in mind, good mothers breastfeed. We need an early and open communication on breastfeeding. And the worst case scenario for me is always breastfeeding in secret. We need a woman-centered approach, respecting the autonomy and individual needs of the woman. And we also have to speak a clear language, define and closely review the conditions for breastfeeding. You need a fully suppressed viral load,
no doubt about that. And we have to know our data, and there is a need for clinical studies on HIV and breastfeeding in the European setting, and we need them now because the women need the information now. Thank you very much. Merci beaucoup de cette présentation très claire. Je vais inviter peut-être les intervenants à me rejoindre autour de la table pour un temps d'échange. Et pendant qu'ils me rejoignent, je vais peut-être partager une réflexion que je me suis faite à l'écoute de ces interventions complémentaires et très différentes. C'est qu'il me semble que pour faire les recommandations dans les pays du Nord, les professionnels qui sont en charge de ces recommandations ont accès exactement au même corpus scientifique et aux mêmes études scientifiques. Que ces études, on voit bien qu'elles sont lacunaires dans les pays du Nord. L'essentiel des études se fait dans les pays du Sud. Et qu'on constate aussi que les recommandations, elles sont, vous l'avez parfaitement exprimé là dans votre panel, plus ou moins actualisées, ça c'est une chose, mais légèrement différentes. Et ça va poser des problèmes à la fois aux professionnels, mais surtout aux femmes. Donc comment on peut avancer avec ce double constat? Et moi, quelque chose qui m'a beaucoup interpellée, c'est, vu que le sujet est complexe, peut-être que là encore plus qu'ailleurs, la décision partagée, le fait que la femme, voire le papa, soit impliqué dans la décision, comment on permet ça? Quelle relation soignant-soigné permet d'impliquer la femme dans la décision au mieux? Effectivement, le mot a été prononcé, le mot éthique, de comment on informe la femme et voilà, et comment on peut avancer là-dessus. Je peux faire juste un petit commentaire. Je trouve que ça a transparu dans toutes les présentations qu'on a faites ce matin. Je pense qu'on doit bien garder à l'esprit qu'une recommandation de santé publique n'est pas une injonction, et qu'entre la recommandation et la décision, il y a un pas énorme qui doit être franchi. On est peut-être un petit peu trop compliant par rapport à ces recommandations. C'est vrai en ce qui concerne la décision politique. Je suis responsable d'un ministère de la Santé dans une région du monde. J'ai cette recommandation de l'OMS. Je me pose la question, est-ce que cette recommandation, je dois en faire une recommandation nationale ou non, hein? Première chose. Et énormément de pays ont décidé, par exemple, de ne pas s'aligner sur les recommandations de l'OMS. La Zambie a décidé de manière un peu unilatérale d'appliquer les nouvelles recommandations de mars 2021 il y a 1 an et demi, par exemple, bien avant que l'OMS n'y songe. C'est vrai aussi pour la décision individuelle. La recommandation est là, mais la décision de l'appliquer revient évidemment à la femme ou à la famille, comme vous le disiez. Et là, peut-être que nous, en termes d'accompagnement ou de conseiller dans ce domaine-là, on doit être un petit peu plus souple que d'être simplement quelqu'un qui est censé appliquer la recommandation de nos ministères. Et peut-être offrir de manière éclairée, de manière documentée aux mères et aux familles les différentes options qui se présentent, qui devront être validées ou non en fonction de la situation que vit une mère. Je vous donne un exemple très simple. La recommandation est d'essayer autant que possible d'éviter l'allaitement maternel. Il y a beaucoup de mères qui vont vous dire « Moi, si je fais ça, si je n'allaite pas mon enfant, je vais avoir toute ma communauté qui va se demander « Mais pourquoi est-ce qu'on n'allaite pas? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce qui se passe pour… » Et donc, des pressions formidables pour s'expliquer sur cette incongruité de ne pas allaiter. Donc, clairement, elle doit avoir une option autre qui lui permette de faire face à cette contrainte-là. Si on ne lui offre pas l'ensemble des options, et la laisser le libre choix, c'est absolument important. Oui, merci beaucoup. Effectivement, une recommandation n'est pas une injonction, mais une fois qu'on a dit ça, on est tous à peu près d'accord là-dessus, c'est pas si simple, parce que de la manière dont la recommandation est faite et la posture culturelle des professionnels qui interviennent, ça peut vite se rapprocher d'une injonction dans les faits, en fait. Je voudrais passer la parole à la salle, parce que ça me semble important. Je m'appelle Francesca Bisio, je suis infectiologue, j'ai été formée en Italie
Et puis, j'ai travaillé 14 ans en Afrique et depuis 3 ans, je suis en France. Durant 6 ans, je me suis occupée d'un projet de prévention de la transmission de la mère à l'enfant au Congo. On était sur l'allaitement artificiel en 2004-2005 et puis on a switché l'allaitement maternel exclusif. Nous aussi, dans notre cohorte, les seuls cas ont été des personnes qui étaient mal observantes et même dans ces cas-là, toujours inférieur à 1% de transmission. Je suis aussi mère de 5 enfants et je les ai tous allaités 15 mois chacun. Donc, j'ai voulu faire de l'allaitement aussi maternel exclusif, hein, même durant ma permanence en Afrique, car c'était l'exclusivité lorsqu'on vit dans un pays chaud aussi. Et donc, mes 2 questions techniques sont l'exposition des enfants aux ARV, qui a été seulement marginalement touchée par vos exposés, qui, si j'étais VIH positive, serait ma plus grande crainte en allaitant mon enfant. Et l'autre chose, le rôle de l'exclusivité qui a été touché par Pamela et que j'ai toujours retenu comme important. Et donc, vraiment, les trucs pratiques qu'elle a très vite abordés, car elle était à la fin de son exposé, mais qu'est-ce que je fais si j'ai vraiment une mastite qui me fait saigner? Et donc, comment je switch, voilà, j'ai ces aspects pratiques. Merci. I'm very happy you asked this about the role of the antiretrovirals in breast milk. And I'm so surprised that people are now so anxious about it, because for 10 years, you were recommending post-exposure prophylaxis, and you gave 10-fold the dose to antiretrovirals to the babies, and nobody was objective. And now we are discussing transmission of antiretrovirals through breast milk in a dose that is like 10 times lower than what you did in the past. And nobody was objecting. And I already explained, we stopped in 2010 or something post-exposure prophylaxis for babies. And we heard this interesting comment from Germany. I mean, in one situation you said, oh, that's no problem. And now when there is a problem when women dare to ask to breastfeed then there come the theoretical risk, oh, couldn't this antiretroviral be dangerous for the infant? So to me, this is a very strange situation. Sur le passage des antirétroviraux, je pense que ce que Vernaza vient de dire, l'exposition des enfants, même au long cours, aux antirétroviraux dans le lait maternel, on sait que c'est pas dangereux déjà en soi, puisqu'il y a des enfants qui sont traités parce qu'ils ont une infection à VIH. Il y a aussi l'exemple de la prophylaxie. Il a rappelé qu'entre l'azidovudine à des doses plus élevées, même sur une courte période, on voit qu'avec la viramune, déjà, on a beaucoup moins d'effets secondaires. Et si on avait moins de médicaments, ça serait sûrement... c'est toujours une question de bénéfice-risque. Mais le passage des antirétroviraux dans le lait, les nucléosides passent bien, globalement. Les antiprotéases et les anti-intégrases, beaucoup moins. Donc l'exposition quotidienne est moins élevée. Après, pour la plupart des médicaments, c'est les 2 éléments qu'on se pose. C'est toujours, est-ce que le médicament en soi a des effets toxiques pour l'enfant en développement, et est-ce qu'il va être exposé à des doses importantes? Donc je pense que la réponse, elle est plutôt non dans les 2 cas. Mais effectivement, il faut que les mères soient quand même informées que pendant la durée de l'allaitement, il y aura une exposition, et notamment c'est aux nucléosides, aux médicaments nucléosidiques. Maybe I can just add that we always have a lack of data. We complain about that. In that point, we don't have a lack of data. There have been several PK studies ongoing to look at the quantity that is transferred via breast milk. And like Pietro said, it's around 10% for the drugs on average. There are slightly differences, the classes of drugs. And in the PROMISE study, as far as I remember, there has been no toxicity seen, but you always have, the unknown risk of long-term toxicity, but there is no rationale for that, I think. I think we can be relaxed in that point at least.
Merci. Je pense qu'il ne faut pas évincer du tout votre deuxième question sur l'allaitement mixte. J'avais entendu une émission de Philippe Longue-de-Père à la radio du comité des familles sur lequel moi j'ai retenu qu'il y avait plus de danger sur l'allaitement mixte. Et on va voir dans le cours de la journée que cette information, elle n'est pas forcément communiquée aux femmes, ou en tout cas elles ne l'entendent pas. Et que parfois elles sont amenées à faire un allaitement mixte. Et si c'est plus risqué, ça pose quand même là aussi pas mal de problèmes aussi. Il y a un point d'information qui est vraiment important dans ce domaine-là. Les études qui ont démontré un risque augmenté de transmission en cas d'introduction précoce d'un aliment de sevrage, l'allaitement dit mixte. Donc on introduit un aliment autre que le lait maternel avant le délai fatidique de 6 mois qui détermine un allaitement exclusif. Ces études-là, elles précèdent l'introduction du traitement universel chez toutes les femmes infectées par le VIH. Et on a effectivement montré que introduire un aliment de sevrage, pratiquer un allaitement mixte, augmentait le risque de transmission à l'enfant par l'allaitement si on le compare à un allaitement exclusif au sein de 6 mois et introduction de l'aliment de sevrage ensuite. Donc ça, c'est une réalité en dehors de toute intervention de prévention, y compris du traitement maternel. Ça s'explique très simplement. L'introduction précoce d'un aliment de sevrage entraîne des mécanismes d'inflammation de la muqueuse digestive du nourrisson qui sont très propices au passage du virus si la muqueuse digestive du petit est exposée au VIH. Donc, c'est parfaitement explicable. Par contre, l'introduction du traitement antirétroviral chez la maman, pendant la grossesse ou même avant ou pendant l'allaitement, pour une très très grande part, annule cet effet l'allaitement mixte, puisqu'on prévient la transmission de manière extrêmement efficace avec le traitement maternel. Donc ça veut dire que cette importance d'introduire ou ne pas introduire un aliment de sevrage avant 6 mois est beaucoup moins importante et devient même, je dirais, un peu futile quand la maman est sous traitement antirétroviral. Donc, en ce qui me concerne, le message serait encore une fois, recommandation n'est pas injonction. Si dans votre vie quotidienne, il est pour vous indispensable d'introduire un aliment de sevrage avant le délai fatidique de 6 mois, que vous ne pouvez pas faire autrement, ne culpabilisez pas. Si vous êtes sous traitement antirétroviral et que vous suivez votre traitement, ça ne va pas entraîner un risque accru d'infection à votre enfant. C'est presque une question parce que Philippe parlait de la version effectivement aliment de sevrage, mais quand on dit allaitement mixte, ça peut aussi être, il y a les femmes qui sortent de maternité en disant je souhaite allaiter, je ne parle pas spécifiquement dans le domaine du VIH, mais toutes les femmes qui sortent de la maternité, quand on les voit à la visite postnatale à 1 mois et demi, la majorité d'entre elles font un allaitement mixte déjà en France. Alors et donc, c'est pas seulement dans le cadre du sevrage, c'est dans le cadre de la commodité, etc. Et on peut se demander, est-ce qu'il faut vraiment leur marteler que si elles veulent allaiter leur enfant, il faut que ce soit exclusif, ou est-ce que finalement, on va pas les traumatiser pour rien? Mais c'est une vraie question, moi je pense, c'est une question scientifique qu'on doit se poser. Et c'est vrai que c'est une information vraiment importante à partager aux femmes parce qu'il y a un autre contexte d'allaitement mixte qui est celui où la femme va allaiter en public dans sa communauté, auprès de sa famille. Et comme le médecin, en général, on le verra dans la fin de la journée, le rôle du médecin est capital, a recommandé, n'a pas fait une injonction, mais a recommandé de ne pas allaiter, du coup, elle va se dire, je vais diminuer les risques, et donc, du coup, je vais donner le biberon quand je suis toute seule. Donc, c'est une autre circonstance où, effectivement, il y a une mixité. Donc, c'est vraiment un point essentiel. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Bonjour, je suis Julie Bottero, je suis infectiologue à Avicenne, donc en région parisienne. Merci beaucoup à tous pour ce colloque, d'être ici, parce que la question est vraiment cruciale et vous dites qu'il ne faut pas être dans l'injonction, mais c'est ce qui est fait aujourd'hui en France. On est totalement à 100% dans l'injonction, quelles que soient nos volontés en tant qu'infectiologue de ne pas l'être. Dans les maternités, ils sont dans 100% dans l'injonction de ne pas allaiter. C'est une réalité, en tout cas, que moi j'ai vécue dans plusieurs maternités où j'ai eu à m'occuper des femmes séropositives. Donc vraiment, la question est tout entière encore posée en France. J'étais quand même assez surprise parce que
je trouve qu'on manque de données chiffrées avec notamment la cohorte suisse. Puisque, j'ai pas très bien compris, c'est depuis 2018 que vous autorisez l'allaitement, mais j'ai pas vu de chiffres comme en Allemagne où on n'a que 30 femmes. C'est pas beaucoup quand même. C'est vrai qu'on aurait intérêt à colliger ces données-là de manière européenne. En France, ça fait un moment qu'il y en a quelques-uns d'entre nous qui demandent à ce qu'on ait une cohorte de femmes allaitantes. C'est pas le cas. Donc, ce serait bien de continuer à colliger des chiffres de manière prospective et de manière globalisée. Maybe I can just clarify in terms of the German numbers. In our retrospective case study, we saw 42 cases of breastfeeding women, and that's for sure underestimating the total number because we looked retrospectively. And that was a kind of a hidden treasure because the women did not communicate about it openly. And when we conducted the trial, the colleagues asked in their patients. And so we got this information. So the number should most likely be higher. But 42 cases, and right now, looking at the breastfeeding cases in Germany, we have around 20 ongoing right now, and we are doing a prospective study and collecting all these cases. I think this is extremely important. You're right. We have to get more data and more safety. Also for us as physicians, because it's something completely new. We switched from a dogma, that's a milestone. Breastfeeding is the last milestone we reached. I don't know, Pietro, your numbers in Switzerland, how many women have been breastfeeding since you changed your recommendations? So the Swiss HIV court has started a prospective study, as you suggested, in 2019. I am not aware of the numbers right now. In our center, I can say that majority, maybe five cases or six, they're all decided to breastfeed. It also depends a little bit on the center. As my colleague said, most women are discouraged from breastfeeding. There's 1 to 2% who say that they breastfeed. Yeah, so we don't have really good figures. Catherine Dolphus, pédiatre à Trousseau à Paris, impliquée dans le VIH depuis longtemps. Moi, j'ai une petite question sur le timing parce qu'il y a charge virale indétectable, mais charge virale indétectable depuis 6 mois, par exemple, qui avait été retenue comme critère pour la transmission sexuelle. C'est pas le jour où on atteint sa première charge virale indétectable. Les recommandations de dire U égale U, c'est 6 mois d'indétectabilité. Ça veut dire à la fois peut-être un nettoyage encore plus en profondeur des cellules infectées, et ça peut aussi vouloir dire une certaine cohérence, une certaine permanence dans l'observance, qui est quelque chose qui a commencé à prendre racine, etc. Est-ce que, au niveau des cellules du lait ou de l'ARN libre dans le lait, on pourrait appliquer une cinétique analogue? Est-ce que 6 mois d'indétectabilité, est-ce qu'une grossesse avec une charge virale totalement indétectable par rapport à une charge virale indétectable obtenue à l'accouchement change les choses dans ce qu'on observe? Oui, hyper rapide. Les recommandations de mars 2021, l'OMS, c'est on mesure la charge virale tous les 3 mois chez la maman. Si la charge virale devient détectable, on met l'enfant sous prophylaxie en plus de la thérapie maternelle. On met l'enfant sous prophylaxie jusqu'à indétectabilité de la charge. Donc si 3 mois plus tard, la maman est à nouveau indétectable, on arrête la prophylaxie. Si elle est encore détectable, on continue, etc. Ce délai de 3 mois, il est strictement arbitraire. Il n'y a personne qui peut dire si c'est le bon délai entre 2 prises. On a une étude, par exemple, en Afrique du Sud, sur un nombre très important de mères, qui montre que si on s'en tient à ce régime d'une charge virale tous les 3 mois, on a énormément de femmes qui sont indétectables tous les 3 mois et qui, jusqu'à 15% d'entre elles, qui, entre les 2 mesures de 3 mois, ont une période de quelques semaines pendant lesquelles elles étaient parfaitement détectables. Donc, on est dans l'arbitraire complet en ce qui concerne le choix du timing de la charge virale. Alors, l'autre question, c'est de savoir si, après une certaine durée de prise du traitement antirétroviral, la charge virale dans le lait maternel a tendance à diminuer. C'est très vrai en ce qui concerne la charge virale libre dans le lait. Ça ne l'est pas du tout en ce qui concerne les cellules infectées. Elles restent, elles perdurent pendant
des mois, voire des années de traitement antirétroviral. Merci de cette précision. Et juste la question de la fin, Eva Socrates, Oui. on va faire une exception. Parce qu'on n'a pas beaucoup finalement parlé de cette relation soignant-soigné. Et je voulais en profiter d'avoir Pietro et Annette ici pour savoir comment, en fait, dans la relation avec vos patientes, comment vous leur parlez de l'allaitement, du risque d'allaitement. Déjà, est-ce que c'est les patientes qui viennent vers vous pour vous demander, ou bien est-ce que vous leur en parlez, vous leur posez la question, quel serait leur choix, et comment vous leur présentez la situation face aux risques, face aux bénéfices, pour en quelque sorte finalement influencer le choix, mais influencer en donnant les bonnes informations, comment la communication se passe à ce niveau-là. Well, as I said before, it's often the attitude towards breastfeeding that influences these talks more than the knowledge about it. So I try to address the issue of breastfeeding as early as possible during pregnancy, and then repeat it and make sure when we plan the birth that everything is clear about this issue. But even though some women decide in the delivery room that they want to breastfeed, or they decide not to breastfeed. So everything is possible. But what's my job? It's to give the information, and you can clearly influence the women because they are thinking about it. They are thinking about the risk of 0.3%, 6-month breastfeeding from the PROMISE trial, for example. I show them this data, and that is a small risk, but who is going to take the risk? The woman, the baby, who's making the decision? So we are aiming for shared decision making, but it's really in some cases a very critical thing to reach that. But I give the information that the risk is not zero. We talk about the benefits of breastfeeding. We talk about the risk. On the other hand, we talk about, would you like to breastfeed? Just imagine for a moment you are not HIV positive. Would you go for breastfeeding? Yes or no? Or do you want to breastfeed because you are HIV positive and you don't want to disclose your status? Or do you step away from breastfeeding just because you're HIV positive? So a lot of issues to address. And these are long talks with the patients. Fortunately, I know most of them quite a while, and that makes it easy. So they trust in me, and I can easily reach them. Merci. Je vous propose d'arrêter là parce que dans la deuxième table ronde, avec les témoignages des patients et un questionnaire qu'on a réalisé au comité des familles, on aura l'occasion de revenir sur cette relation soignant-soigné. Quelle information et comment? Je vous remercie tous.